Ce que je vais vous dire ne va plaire à aucun concessionnaire de la zone. Voyez-vous cette rangée de camionnettes à l'atelier qui ressemblent à des vaisseaux spatiaux, avec des écrans plus grands que mon téléviseur et une peinture qui brille comme de l'or? Elles ne sont pas là pour une vidange. Elles sont là parce que leurs propriétaires, des gens travailleurs qui ont fait confiance aux publicités télévisées de 2024, se sont rendus compte qu'ils ont acheté un problème avec 4 roues. En tant que mécanicien qui voit depuis 30 ans comment le métal cède face à une mauvaise conception, je vous dis que nous sommes dans la pire époque pour acheter un pick-up. Les marques ont cessé de rivaliser pour savoir qui fait le châssis le plus résistant et rivalisent maintenant pour savoir qui met le plus de capteurs inutiles dans un moteur qui n'en peut plus. En 2026, le marché de l'occasion va être infesté de ces pièges. Et si vous ne voulez pas que votre compte bancaire finisse à la casse, faites attention. Ceci est l'autopsie technique des géants de papier. Ram 1500 avec moteur et torque. La Ram 1500 a toujours été la reine du confort. Mais avec l'introduction du système e-torque, ils ont franchi une ligne qu'aucun mécanicien respectable ne voulait franchir. Celle de la complexité électrique inutile. Le système e-torque n'est pas un hybride qui vous permet de circuler sans consommer d'essence. C'est en termes techniques une béquille électrique de 48 volts. Le grand péché des ingénieurs de Stellantis a été de supprimer l'alternateur traditionnel, cette pièce simple que n'importe qui peut changer avec une clé de 10 mm et de le remplacer par un moteur générateur massif couplé à la courroie du moteur. Ce composant ne charge pas seulement la batterie, mais assiste le vilebrequin et gère le système d'arrêt et de démarrage. Le problème est que ce générateur est exposé à tout ce qu'une camionnette de travail doit affronter. Vibration constante, chaleur extrême du bloc et le pire de tout, contamination par la poussière et l'eau. Quand le système e-torque échoue, la camionnette ne consomme pas simplement plus. Parce que le réseau de 48 volts gère une grande partie de l'électronique de puissance, une défaillance du générateur peut vous laisser sans direction assistée au milieu d'un virage ou provoquer la perte de l'assistance électronique du système de freinage. Dans mon atelier, nous avons vu des unités où le coût de la pièce de rechange, seulement le générateur, dépasse les $1 800. Mais ce n'est que le début du désastre. La batterie au lithium de ce système est cachée derrière le siège arrière. Si vous vivez dans un climat chaud, cette batterie cuit lentement. En 2026, avec ces unités déjà hors de leur garantie limitée, le propriétaire moyen sera confronté à des factures de $5 000 juste pour que la camionnette redémarre. Toyota Tundra. Ce poste me fait particulièrement mal, car Toyota était autrefois la référence absolue. Le moteur V8 de 5,7 litres de la génération précédente était, littéralement, une pièce d'ingénierie éternelle. Nous avons vu des unités avec 1 million de kilomètres sans ouvrir le bloc. Mais dans la nouvelle Tundra, Toyota a succombé à la pression du downsizing et a monté un V6 de 3,4 litres avec 2 turbocompresseurs. Le résultat a été une catastrophe de fiabilité qui a taché le nom de la marque. La défaillance la plus infâme réside dans les actionneurs électroniques des soupapes de décharge, ou wastegate. En raison d'un défaut dans la fabrication des matériaux des actionneurs, ceux-ci restent bloqués en position ouverte ou fermée. S'ils restent ouverts, vous perdez toute la pression du turbo et la camionnette semble plus lente qu'une voiture à 3 cylindres. S'ils restent fermés, vous risquez une surpression qui peut faire éclater les pistons. Mais c'est ici que cela devient un film d'horreur pour votre portefeuille. Dans les camionnettes Ford ou Chevrolet, changer un turbo est un travail lourd mais accessible. Dans la Toyota Tundra, les ingénieurs ont décidé que les turbos devaient être placés dans une position si serrée contre le châssis qu'il n'y a aucun moyen physique de passer une main pour travailler. La solution du manuel de Toyota pour changer un actionneur de $300 est de réaliser ce que nous appelons séparation du corps et de l'âme. Il faut déconnecter toute l'électronique, les conduites de frein, la colonne de direction et lever physiquement la cabine entière du châssis avec un élévateur industriel. Nous parlons de 35 à 40 heures de main-d'œuvre. Pour 2026, quand ces camionnettes commenceront à montrer cette défaillance commune hors garantie, la plaisanterie vous coûtera entre $6 000 et $7 000. Et ce n'est pas seulement le turbo. Les coussinets de vilebrequin sur les unités de 2022 à 2024 échouent massivement à cause d'un problème de propreté dans la fonderie des blocs, laissant des restes métalliques qui détruisent le moteur de l'intérieur. Toyota remplace des moteurs entiers aujourd'hui, mais en 2026, celui qui devra remplacer le moteur avec son propre argent sera vous. Le problème des actionneurs de la soupape de décharge, wastegate, dans la Tundra n'est pas seulement une défaillance logicielle,
c'est une crise de fatigue thermique des matériaux. Les actionneurs électroniques sont situés dans une zone du compartiment moteur où le flux d'air est presque nul, ce qui provoque l'atteinte de températures de cristallisation pour les composants internes en plastique et les soudures à l'étain. Quand l'actionneur échoue, l'ordinateur perd le contrôle sur la pression de suralimentation, ce qui génère une décompensation dans le mélange air-carburant qui peut élever la température de la tête des pistons en quelques secondes. Chevrolet Silverado, GMC Sierra. Si vous voulez voir un homme adulte pleurer, demandez à un propriétaire de Silverado moderne ce qu'il en est de ses lèvres-soupapes. General Motors tente depuis des années de perfectionner le système de gestion dynamique du carburant, DFM, qui permet à un moteur V8 de fonctionner avec seulement 2 ou 4 cylindres lorsqu'il n'y a pas de charge. Le problème est que pour y parvenir, ils ont besoin de lèvres-soupapes hydrauliques qui sont ridiculement complexes et fragiles. Ces composants dépendent de manière critique d'une pression d'huile parfaite et d'une propreté absolue. Cependant, la conception du système provoque une dégradation plus rapide de l'huile dans les canaux des lèvres-soupapes, ce qui finit par faire s'effondrer le mécanisme interne. Quand le lèvre-soupape s'effondre, la tige de poussée devient lâche et commence à frapper contre l'arbre à cames comme un marteau-piqueur. Selon mon expérience, ce n'est pas une question de « si ça va échouer », mais de « quand ». Nous avons reçu des camionnettes avec seulement 15 000 km avec le moteur détruit. Quand le lèvre-soupape échoue et raye le lobe de l'arbre à cames, la réparation implique d'ouvrir complètement le moteur, d'enlever les culasses et de remplacer l'arbre à cames, ce qui représente une facture de 4 500 à 5 000 $. Mais le plus révoltant est que, en raison du manque de fournitures, General Motors a installé les mêmes pièces défectueuses en remplacement, créant un cycle infini de visites à l'atelier. En 2026, ces camionnettes seront des parias sur le marché. Personne qui s'y connaît en mécanique ne voudra d'une Silverado d'occasion avec le système DFM actif. La seule solution réelle est un « kit de suppression » qui annule le système, mais cela annule la garantie et, dans de nombreux endroits, est illégal pour les tests d'émission. C'est une camionnette qui vous oblige à choisir entre détruire le moteur ou enfreindre la loi. L'architecture des lèvres-soupapes dans les moteurs de General Motors souffre d'une vulnérabilité appelée aération de l'huile. Le système de gestion dynamique nécessite que l'huile agisse comme un fluide hydraulique de précision pour bloquer les goupilles du lèvre-soupape. Cependant, en raison de la conception du carter et des hauts régimes, l'huile peut emprisonner des bulles d'air microscopiques. L'air, contrairement à l'huile, est compressible. Cela cause le fait que le lèvre-soupape ne se bloque pas fermement, générant un impact mécanique de métal contre métal des milliers de fois par minute. Ford F-150 Power Boost. La Ford F-150 est le véhicule le plus vendu des États-Unis et la version Power Boost a été présentée comme le joyau de la couronne, une camionnette avec un moteur électrique de 47 chevaux intégré dans la transmission à 10 vitesses. Mais la réalité à l'atelier est que Ford a créé un monstre de complexité que ses propres techniciens ne savent parfois pas comment dompter. Le problème principal est l'intégration du logiciel entre le moteur à combustion V6 biturbo et le moteur électrique. Les propriétaires signalent des secousses si violentes lors de la transition de puissance qu'on dirait que quelqu'un vous a frappé par l'arrière. Ces coups ne sont pas seulement gênants, ils détruisent prématurément les embrayages internes de la transmission à 10 vitesses, une boîte qui est déjà connue en soi pour être problématique. Mais le véritable danger financier pour 2026 est le système de refroidissement de la batterie haute tension. Cette batterie est montée sous le châssis, juste dans une zone où elle reçoit tout le châtiment de la route. Pierre, eau salée en hiver et la chaleur brûlante de l'asphalte en été. Les connecteurs du système de refroidissement ont montré des fuites, et si le liquide de refroidissement entre en contact avec les cellules au lithium, la batterie devient inutilisable. Ford demande près de 8 000 $ pour une batterie neuve. De plus, le système de freinage régénératif est lié de telle sorte au système hydraulique que, s'il y a une défaillance électronique mineure, la pédale de frein change sa course et sa fermeté de manière imprévisible. Imaginez descendre un col de montagne avec une remorque de 4 tonnes et que votre pédale de frein se sente soudainement comme une éponge parce que le logiciel de la Power Boost a décidé qu'il y avait une erreur de communication. C'est une camionnette qui essaie de faire trop de choses à la fois et ne finit par en faire aucune avec la fiabilité dont un travailleur a besoin. La complexité de la Power Boost réside dans sa gestion de couple combiné.
Le moteur électrique à aimant permanent est pris en sandwich entre le moteur à combustion et la transmission, éliminant le convertisseur de couple traditionnel par un système d'embrayage à déconnexion rapide. La physique derrière cette conception est extrêmement exigeante. Le logiciel doit synchroniser les révolutions du moteur à essence avec celles du moteur électrique en millisecondes pour que l'accouplement soit fluide. Quand le capteur de température du liquide de refroidissement de la batterie détecte un écart d'à peine 5 degrés hors de la plage optimale, le système altère les temps de pression hydraulique, provoquant ces secousses violentes que les propriétaires comparent à être percutés. Numéro 11, Nissan Titan. La Nissan Titan est l'exemple d'un bon produit qui a été abandonné par ses propres créateurs. Nissan a annoncé que 2024 est la dernière année de production de cette camionnette, et dans le monde automobile, cela en fait une camionnette orpheline. Acheter une Titan pour qu'elle vous dure jusqu'en 2026 et au-delà est un suicide financier pour une raison qui va au-delà de la mécanique, la logistique de survie. Quand une marque abandonne un modèle qui se vendait déjà peu, les fabricants de pièces génériques cessent immédiatement de produire des pièces de rechange. Si vous avez un petit choc frontal en 2026, vous pourriez passer 6 mois avec la camionnette immobilisée parce qu'il n'y a pas d'aile ou de phare disponible dans tout le pays. Mécaniquement, bien que le moteur V8 de 5,6 litres soit robuste, la transmission JATCO à 9 vitesses qu'ils ont introduite récemment a eu des problèmes sérieux de gestion de température. Dans des conditions de remorquage, le fluide se dégrade à une vitesse alarmante, provoquant des changements de rapports erratiques et faisant que la boîte finit par patiner avant les 100 000 km. Mais le coût final est la valeur de revente. En 2026, personne ne voudra acheter une camionnette d'une marque qui ne la fabrique plus et pour laquelle il est difficile d'obtenir des pièces de rechange. Vous resterez coincé avec un véhicule qui se déprécie de 20% chaque année et que les ateliers indépendants refuseront parce que Nissan ne libère pas les informations techniques nécessaires pour réparer ses modules de contrôle de carrosserie. C'est une camionnette condamnée à l'oubli, et vous ne voulez pas être celui qui paie la facture de son enterrement. L'effondrement de la Nissan Titan en 2026 sera un cas d'étude sur l'obsolescence par délaissement corporatif. Le moteur V8 de 5,6 litres utilise un système d'injection directe à haute pression qui est extrêmement sensible à la qualité du carburant. Avec l'arrêt du modèle, Nissan a réduit la mise à jour des cartographies d'injection qui corrigent les problèmes de prédétonation dans les cylindres arrière, particulièrement le cylindre numéro 7 qui a tendance à surchauffer. N'y ayant plus de support d'ingénierie continue, ces moteurs commenceront à souffrir de ratés d'allumage que les mécaniciens indépendants ne pourront pas diagnostiquer facilement sans le logiciel de consultation de Nissan, qui sera de plus en plus difficile à mettre à jour. Quant à la structure, l'utilisation d'alliages spécifiques dans le châssis pour les tests de collision de son année de lancement fait que les réparations structurelles nécessitent une soudure sous atmosphère contrôlée. Jeep Gladiator. La Gladiator est, visuellement, la camionnette la plus cool du marché. Mais sous cette façade aventureuse se cache une fragilité mécanique qui devrait leur faire honte. Le plus grand scandale de la Gladiator implique les versions avec transmission manuelle. La conception du plateau de pression de l'embrayage est si déficiente qu'il ne peut pas dissiper la chaleur de manière efficace lors d'une utilisation intensive, comme au démarrage sur une pente ou en faisant du tout-terrain. Cela a provoqué l'explosion littérale des plateaux de pression, projetant des fragments de métal chaud qui perforent la cloche de la transmission et provoquent des incendies dans le compartiment moteur. La solution de Jeep a été une mise à jour logicielle qui réduit la puissance du moteur quand le système détecte de la chaleur, ce qui est comme mettre un pansement sur une blessure par balle. Cela ne règle pas le problème mécanique, cela le cache seulement au détriment de votre performance. À cela, nous devons ajouter l'infâme balancement de la mort ou Death Wobble. En raison de sa conception d'essieu avant solide idéale pour la campagne mais problématique pour la route, les composants de la direction comme l'amortisseur de direction, les rotules et les bras de contrôle s'usent prématurément. À 80 km/h, un simple nid de poule peut faire que toute la camionnette commence à vibrer si violemment que le conducteur perd le contrôle du volant. En 2026, les Gladiators d'occasion auront des systèmes de direction fatigués qui coûteront plus de 2 500 $ à réhabiliter. C'est une camionnette qui se vend comme indestructible, mais qui nécessite un entretien préventif constant et coûteux pour ne pas devenir un danger pour la sécurité publique. C'est un caprice esthétique qui vous ruinera si vous essayez de l'utiliser comme véhicule quotidien.
La physique de la défaillance de l'embrayage sur la Gladiator est une question de masse thermique insuffisante. Le disque d'embrayage est trop petit pour l'inertie que doit briser un véhicule de 2 tonnes avec des pneus de 33 pouces. En tentant de réaliser une manœuvre de traction ou de monter sur des rochers, la chaleur générée dépasse la capacité de dissipation du plateau de pression en fonte. Cette chaleur extrême provoque une dilatation inégale qui finit par fracturer le matériau. En se brisant, la force centrifuge projette les morceaux à travers le carter en aluminium de la transmission. Le risque d'incendie est réel parce que ces pièces sortent à des températures supérieures à 500 degrés centigrades, coupant des conduites de carburant ou des câbles électriques proches. Rivian R1T. La Rivian R1T est une prouesse de l'ingénierie électrique, capable d'accélérer plus vite qu'une Ferrari et de franchir des rivières profondes. Mais elle a un défaut fatal qui en fait l'un des pires achats pour le futur proche. Son architecture de réparation. À la différence d'une Ford ou d'une Chevy, où la caisse de chargement est une pièce séparée qui peut être retirée avec 8 vis, la Rivian utilise un panneau latéral monocoque en aluminium qui va de la porte avant jusqu'au feu arrière, en une seule pièce continue de métal. C'est un cauchemar d'assurance et de coût. Des cas réels ont été documentés où un léger choc sur le coin arrière, quelque chose qui sur n'importe quelle autre camionnette coûterait 2 000 $ à réparer, a entraîné une facture de 42 000 $ pour la Rivian. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas remplacer la pièce endommagée. Il faut couper structurellement la camionnette et souder de nouveaux panneaux en aluminium, un travail que seuls les ateliers certifiés par la marque peuvent faire et qui facturent des tarifs de chirurgien esthétique. En 2026, quand les polices d'assurance pour ces camionnettes s'envoleront en raison de ces coûts, posséder une Rivian sera prohibitif. De plus, les moteurs électriques sont intégrés dans les unités de propulsion de telle sorte qu'un roulement à 100 $ qui commence à bourdonner vous obligera à changer tout l'ensemble de propulsion pour 7 000 $. C'est l'iPhone des camionnettes, beau et puissant, mais conçu pour être jeté ou pour que vous payiez des fortunes pour toute réparation mineure. La Rivian R1T défie la loi de réparabilité modulaire. Dans une camionnette à châssis à longeron, l'impact est absorbé et dissipé à travers des zones de déformation programmées qui sont remplaçables. Sur la Rivian, s'agissant d'une structure en aluminium extrudé et de panneaux intégrés, l'impact voyage par toute la peau du véhicule. Le panneau latéral unique agit comme un renfort structurel. S'il se froisse, la rigidité torsionnelle de toute la camionnette est compromise. L'aluminium, contrairement à l'acier, a une mémoire limitée. Une fois qu'il se plie, tenter de le redresser fragilise la structure moléculaire du métal, augmentant le risque de fissure par fatigue. Pour cette raison, les centres de collision sont obligés de remplacer des sections gigantesques, ce qui implique de démonter le pack de batterie de 800 kg pour éviter que la chaleur de la soudure n'endommage les cellules de combustible. Honda Ridgeline. La Ridgeline est la favorite des journalistes automobiles parce qu'elle se conduit comme une voiture, et c'est exactement parce que c'est une voiture. Étant construite sur la plateforme monocoque de la Honda Pilot, elle manque de la rigidité d'un véritable châssis à longeron. Pour 2026, les Ridgeline qui ont été soumises à ce que Honda appelle l'usage de camionnettes, remorquées et chargées du poids régulièrement, montreront une fatigue structurelle inquiétante. La carrosserie monocoque commence à souffrir d'une torsion excessive, ce qui provoque des bruits de craquement dans l'habitacle et des désalignements permanents qu'aucun atelier de suspension ne peut corriger. Le système de traction intégrale IVTM4 est excellent pour la neige, mais ses embrayages internes ne sont pas conçus pour le stress de sortir une remorque lourde d'une rampe de mise à l'eau. Nous avons vu des différentiels arrière brûler avant 50 000 km parce que le propriétaire a cru en la capacité de remorquage de 5 000 livres indiquée dans le manuel. Le coût de remplacement de ce différentiel est de 2 000 $, et si vous ne changez pas le liquide spécial de Honda tous les 15 000 km, la garantie se lavera les mains. De plus, la suspension arrière multibras a tellement de bagues et de points d'articulation que, dès que vous commencez à charger du poids dans la caisse, l'usure devient exponentielle. En 2026, acheter une Ridgeline d'occasion qui a eu une boule de remorquage installée, c'est acheter un véhicule avec le châssis fatigué et une transmission au bord de l'abîme. C'est une camionnette pour les gens qui n'ont pas besoin d'une camionnette, et elle vous ruinera si vous essayez de la traiter comme telle. La Ridgeline souffre de ce que nous appelons le stress de fatigue sur châssis unifié. N'ayant pas de cadre indépendant, le moteur et la transmission sont montés transversalement, ce qui concentre le poids et l'effort de traction sur les supports moteurs avant.
Quand vous remorquez 5000 livres, l'effort de traction ne se transmet pas de manière linéaire à travers 2 rails en acier, mais se distribue par toute la tôle de la carrosserie. Cela génère des micro-mouvements dans les soudures par points du toit et des piliers. Avec le temps, cela se traduit par des infiltrations d'eau et des bruits de torsion impossibles à localiser. Mitsubishi L200, Triton. La Mitsubishi L200 a été pendant des décennies le symbole de la résistance dans les conditions les plus hostiles de la planète, des mines des Andes au désert d'Afrique. Mais sa dernière évolution technique, obligée par les strictes normes Euro 6, a introduit un cheval de Troie dans son système, le post-traitement des gaz par AdBlue, urée liquide, et le filtre à particules diesel, DPF. Le problème mécanique est une question de chimie basique. L'urée est une solution aqueuse qui, face au changement de température ou aux périodes d'inactivité, a tendance à se cristalliser. Sur la L200, l'injecteur d'urée est situé dans une zone de l'échappement qui n'atteint pas toujours la température d'auto-nettoyage lors de trajets courts, ce qui provoque la formation de cristaux de sel qui obstruent le système. Le désastre financier commence quand les capteurs de pression différentielle détectent cette obstruction. L'ordinateur de la camionnette entre dans un état de panique électronique et active un protocole de blocage de démarrage. Un avertissement apparaîtra sur le tableau de bord indiquant que vous avez 800 km avant que le véhicule ne s'allume plus. J'ai eu des clients qui, vivant dans des zones rurales loin d'un concessionnaire avec le logiciel d'origine, ont vu comment leur outil de travail se transforme en un meuble de 2 tonnes. Le coût de remplacement du module du réservoir d'AdBlue parce que Mitsubishi, dans son infinie sagesse, a décidé que la pompe et le capteur ne peuvent pas être changés séparément, s'élève à près de 3500 $. À cela s'ajoute le fait que, si le filtre à particules se bouge complètement en raison de régénération échouée, la facture grimpe de 2500 $ supplémentaires. C'est une camionnette qui vous punit pour l'utiliser sur des trajets courts ou pour la laisser immobilisée, transformant la fiabilité légendaire de Mitsubishi en un souvenir lointain enterré par des capteurs d'urée défectueux. En 2026, les unités d'occasion de ce modèle seront un pari risqué où le système d'échappement vaut plus que le moteur lui-même. La crise de la L200 en 2026 se concentrera sur la cristallisation de l'urée par évaporation statique. Le système d'injection d'AdBlue utilise une buse ultrasonique pour atomiser le liquide dans le flux d'échappement. Cependant, quand le moteur s'éteint, une petite quantité d'urée reste sur la pointe de la buse. Si la camionnette est utilisée dans des zones de faible humidité ou si le carburant diesel a une teneur en soufre légèrement supérieure à celle autorisée, une croûte de cyanurate d'ammonium se génère. Cette croûte bloque le capteur de pression de retour, envoyant un signal d'erreur à l'ECU qui interprète que la pompe a échoué. Volkswagen Amarok. L'Amarok 5.6 est une merveille de l'ingénierie allemande. Elle offre un couple moteur et une douceur qui font que n'importe quelle autre camionnette ressemble à un tracteur agricole. Mais ici s'applique la règle d'or. Plus le raffinement est grand, plus grande est la chute. Le moteur 3,0 TDI est une conception à interférence, ce qui signifie que l'espace entre les soupapes ouvertes et le piston à son point culminant est inexistant si la synchronisation échoue. Le maillon faible ici n'est pas seulement la courroie de distribution, mais la courroie d'accessoires, l'élastique qui actionne l'alternateur et la climatisation. Par une erreur de conception dans le protecteur de la distribution, si la courroie d'accessoires se rompt ou s'effiloche en raison de l'entrée d'une petite pierre ou de poussière abrasive, les restes sont aspirés vers l'intérieur du carter de distribution. Quand cela arrive, la synchronisation saute d'à peine quelques dents et le moteur se suicide. Les soupapes heurtent les pistons à 3000 tours par minute, pliant les tiges, cassant les culbuteurs et souvent, fissurant les culasses. Dans mon atelier, réparer un moteur VSI d'Amarok qui a subi cet effondrement coûte près de 12 000 $, presque le coût d'un moteur neuf. L'entretien est si critique que si vous dépassez d'à peine 5000 km l'intervalle de changement, vous vivez sur un temps emprunté. De plus, pour réaliser toute intervention sur la partie frontale, nous, les mécaniciens, devons démonter le pare-choc, les radiateurs et la traverse frontale, ce qui ajoute 20 heures de main-d'œuvre à n'importe quelle facture simple. En 2026, avec les tarifs des concessionnaires qui s'envolent, une Amarok V6 avec plus de 100 000 km qui n'a pas un historique d'entretien documenté avec une précision chirurgicale est une grenade à main financière dont la goupille est déjà retirée. C'est une camionnette pour celui qui peut se permettre le luxe de l'entretien allemand,
pas pour celui qui a besoin d'un véhicule qui pardonne la négligence. Le véritable talon d'Achille du moteur 3.0 TDI est l'hystérésis thermique de son système de distribution. À l'atelier, nous avons observé que la courroie d'accessoires ne faillit pas seulement à cause d'agents externes, mais par la perte d'élasticité des tendeurs automatiques fabriqués dans des alliages légers qui se déforment microscopiquement après 50 000 km de cycle de chaleur intense. En perdant sa tension, la courroie commence à vibrer à une fréquence qui coïncide avec l'harmonique du moteur au ralenti, ce qui facilite son déraillement et son aspiration par la poulie de Villebrequin vers la distribution principale. De plus, l'Amarok utilise un système de compensateurs hydrauliques de soupape qui dépendent d'un flux laminaire d'huile constant. Quand le moteur s'éteint, l'huile s'égoutte des galeries supérieures. Si l'huile n'a pas la viscosité exacte, norme 57,01, lors d'un démarrage à froid, un coup sec de quelques millisecondes se produit. Multipliez cet impact par 1000 démarrages et vous aurez des soupapes avec une fatigue de matériaux prête à se rompre au moindre décalage de la courroie. Chevrolet Colorado, GMC Canyon. General Motors a fait un bond technologique avec les nouvelles Colorado et Canyon en les équipant d'un moteur turbo à 4 cylindres avec un couple impressionnant. Cependant, dans leur empressement à imiter Tesla, ils ont commis l'erreur de centraliser presque toutes les fonctions vitales sur l'écran central d'infodivertissement de 11 pouces. Dans ces camionnettes, l'écran n'est pas seulement pour la carte et la musique. C'est l'interface pour le système de climatisation, les modes de traction intégrale, la configuration de remorquage et les feux extérieurs. Le problème technique réside dans le module de traitement vidéo et de données, qui manque d'un système de dissipation de chaleur adéquate pour les températures qu'atteint le tableau de bord sous le soleil. Pour 2026, la défaillance massive de ces écrans sera la plainte numéro 1. Quand le module échoue en raison de la dégradation des soudures par les cycles thermiques, la camionnette devient pratiquement inopérable dans des conditions de confort. Vous ne pouvez pas allumer le dégivreur, vous ne pouvez pas passer au mode bas de la boîte de transfert et vous ne pouvez pas voir la caméra de recul. La pièce de rechange est une unité scellée qui coûte 2800 $ et nécessite une programmation en ligne que seul le concessionnaire peut faire, en vous facturant 500 $ de plus. Les utilisateurs réels signalent déjà que les écrans restent noirs ou redémarrent au milieu de l'autoroute, ce qui provoque des distractions dangereuses. C'est une conception qui ignore l'ergonomie et la durabilité en faveur de l'esthétique numérique. Acheter un de ces pick-up, c'est accepter que votre capacité à conduire de nuit ou sous la pluie dépende du fait qu'une tablette de milieu de gamme ne décide pas de geler. Dans le monde réel, les boutons physiques sauvent des vies. Sur la Colorado de 2026, leur manque ruinera votre budget. La vulnérabilité de ces camionnettes réside dans l'architecture de réseau multiplexé qui connecte l'écran central avec le module de contrôle du moteur, ECU, et le module de contrôle de la carrosserie, BCM. Il ne s'agit pas seulement du fait que l'écran s'éteigne. Le problème est que le bus de données CAN, contrôlé Area Network, se sature quand le processeur de l'écran entre dans une boucle d'erreur par surchauffe. Lors de la saturation du bus, les signaux prioritaires comme l'activation du compresseur de la climatisation ou le changement de mode de traction sont mis en file d'attente. Cela génère un retard ou lag opérationnel qui peut faire que la camionnette ne réponde pas à temps quand vous tentez d'activer le contrôle de descente sur une pente raide. Ford Ranger. La Ford Ranger de nouvelle génération est une camionnette capable, mais elle porte une croix technique lourde. La transmission 10R80. Cette boîte à 10 vitesses, conçue pour optimiser la consommation de carburant, est une pièce d'ingénierie excessivement complexe. Le problème n'est pas le nombre de rapports, mais le matériel interne. La bague de la pompe à huile arrière a tendance à glisser de sa position d'origine, ce qui provoque une chute de la pression hydraulique des embrayages. Quand cela arrive, la transmission commence à effectuer des changements erratiques, particulièrement entre la 3e et la 4e, et la 7e et la 8e vitesse. À l'atelier, nous recevons des Rangers avec à peine 40 000 km dont les huiles de transmission sentent déjà le brûler. Le logiciel tente de compenser la perte de pression en augmentant le temps de patinage des disques, ce qui génère une chaleur excessive qui finit par cuire les joints en caoutchouc interne. Une reconstruction complète de cette transmission en 2026 dépassera les 6 000 $. Le plus frustrant est que Ford a lancé de multiples mises à jour logicielles, mais aucune ne peut régler un problème de tolérance physique dans les bagues. Si vous essayez une Ranger d'occasion et que vous ressentez un coup sec en la mettant en marche arrière ou un retard quand vous accélérez à fond, retirez-vous de la vente.
c'est le signe sans équivoque que la 10R80 est blessée à mort. C'est dommage, car le reste de la camionnette est solide, mais un pick-up avec une transmission peu fiable est comme un athlète avec un genou de cristal. À tout moment, il vous laissera tomber quand vous en aurez le plus besoin. La transmission 10R80 souffre d'un phénomène physique connu sous le nom de cavitation de fluide dans le corps de soupape. Parce qu'elle a 10 rapports de vitesse serrés dans un espace réduit, les galeries par où circule l'huile hydraulique sont extrêmement minces. Quand la transmission opère sous charge de remorquage, le fluide atteint des vitesses de flux si hautes qu'elle crée des bulles de vide. En s'effondrant, ces bulles érodent les parois en aluminium du corps de soupape, créant des fuites internes de pression. Cette perte de pression est celle qui cause le fait que les embrayages de la 4e et 5e vitesse ne s'accouplent pas avec la force nécessaire, provoquant ce patinage qui finit par brûler le matériau de friction. Tesla Cybertruck. Le Cybertruck promettait d'être le véhicule qui changerait l'industrie pour toujours avec son acier inoxydable ultra dur laminé à froid. Mais la réalité technique a été un choc de réalité brutale. Le premier grand problème est la métallurgie. L'acier inoxydable du Cybertruck n'a pas de couche de peinture ou de vernis transparent. Bien que l'acier inoxydable ne rouille pas comme le fer commun, il est extrêmement susceptible à la contamination environnementale. Les particules de fer dans l'air ou le sel utilisé sur les routes pour le gel adhèrent à la surface et créent de petits points de corrosion galvanique qui ressemblent à des taches de rouille. Nettoyer cela nécessite des produits chimiques spéciaux et un effort manuel constant qu'aucun propriétaire de camionnette ne veut faire. Mais le plus grave est la sécurité et la réparabilité. Le Cybertruck utilise un système de direction par câble, steer-by-wire. Il n'y a pas de colonne de direction physique qui connecte le volant avec les roues. Bien qu'il y ait des redondances électriques, les défaillances des actionneurs de direction ont déjà causé des rappels massifs. De plus, sa structure est composée d'énormes pièces de fonderie en aluminium appelées gigacastings. Sur un pick-up traditionnel, si vous endommagez un rail du châssis lors d'un accident léger, on peut le redresser ou remplacer une section. Sur le Cybertruck, si l'une de ces fonderies se fissure, la camionnette est structurellement inutilisable et doit être déclarée perte totale. En 2026, les assurances pour ce modèle seront les plus chères du marché. Et la valeur de revente s'effondrera quand les acheteurs se rendront compte qu'ils ont un véhicule qui ne peut pas être réparé dans un atelier de carrosserie conventionnel. C'est un caprice de la Silicon Valley qui ignore un siècle de leçons d'ingénierie automobile sur la flexibilité et la durabilité. Le Cybertruck fait face à un défi de corrosion par piqûre, pitting corrosion, que la science des matériaux explique de façon claire. L'acier inoxydable série 300, n'étant pas peint, dépend d'une couche passive d'oxyde de chrome pour ne pas s'oxyder. Cependant, dans des environnements industriels ou côtiers, les particules de fer ou de chlore brisent cette couche. Toyota Hilux. Parler mal du Toyota Hilux semble être un sacrilège, mais mon devoir de mécanicien est de vous dire que le mythe de l'indestructibilité est resté au XXe siècle. Les versions modernes du Hilux, particulièrement celles équipées du moteur 2,8 litres turbo-diesel, ont énormément souffert des systèmes d'émission. Le filtre à particules diesel, DPF, de Toyota a fait l'objet de recours collectifs dans plusieurs pays. Le problème est que le système de régénération échoue à brûler la suie accumulée, ce qui provoque l'obstruction complète du filtre. Quand cela arrive, la contrepression des gaz d'échappement affecte le turbocompresseur, causant des défaillances au niveau des aubes variables. Mais le problème le plus sombre est la dilution de l'huile. Quand la camionnette tente de régénérer le filtre en injectant du diesel supplémentaire lors de l'étape d'échappement, une partie de ce carburant ne brûle pas et s'écoule par les parois des cylindres jusqu'au carter. J'ai vu des huiles moteurs dans des Hilux modernes qui ont une teneur en diesel de 10%. Cela détruit la capacité lubrifiante de l'huile, ce qui mène à une usure prématurée des coussinets de vilebrequin et de l'arbre à cames. En 2026, beaucoup de Hilux qui ont été utilisés principalement en ville ou sur des trajets courts auront des moteurs fatigués avec seulement 100 000 km. Réparer le système d'injection et le filtre coûte environ 4 500 $. Toyota a lancé des mises à jour logicielles et un bouton de régénération manuelle, mais cela ne change pas le fait que le moteur souffre intérieurement. Le Hilux n'est plus la camionnette que vous pouviez négliger. C'est maintenant une machine qui nécessite une attention constante pour ne pas mourir de son propre système d'échappement.
La chute du Hilux est due à une erreur dans la cinétique de combustion de ces nouveaux injecteurs piézoélectriques. Ces injecteurs opèrent à des pressions allant jusqu'à 2500 bars et réalisent jusqu'à 5 micro-injections pour chaque cycle d'explosion. RAM 2500, 3500. Nous arrivons à la place numéro 1 de l'infamie. La rame de travail lourd avec le moteur Cummins de 6,7 litres est capable de déplacer des montagnes. Mais entre 2019 et 2024, ces camionnettes ont été équipées de la pompe à carburant haute pression Bosch CP4. Cette pompe est un chef-d'œuvre d'efficacité, mais elle a un défaut de conception fatal. Elle dépend exclusivement de la lubricité du carburant pour ne pas s'autodétruire. Le diesel dans beaucoup de régions d'Amérique est sec et a une faible teneur en soufre, qui est ce qui lubrifiait les anciennes pompes. Sans cette lubrification, les rouleaux internes de la pompe CP4 commencent à tourner hors de leur axe, générant une friction métal contre métal qui pulvérise l'acier. Quand la pompe échoue, il se produit ce que nous appelons à l'atelier le massacre métallique. La pompe projette des milliards de micro-copeaux d'acier à travers tout le système d'injection. Ces copeaux détruisent les 6 injecteurs, le rail de carburant haute pression, les conduites de retour et contaminent le réservoir de carburant. La facture de réparation en 2026 pour ce désastre tourne autour de 17 000 $. Oui, vous avez bien lu, presque le prix d'une voiture compacte neuve. Bien que RAM ait fait des rappels pour certains modèles, des milliers de camionnettes continuent de circuler avec cette bombe à retardement sous le capot. Si vous cherchez une RAM d'occasion en 2026, vous devez vous assurer qu'on lui a installé le kit de conversion vers la pompe CP3, la version ancienne et robuste. Si elle ne l'a pas, vous achetez un pick-up qui peut transformer vos économies en ferraille métallique à tout moment où vous chargerez un diesel de mauvaise qualité. C'est le désastre d'ingénierie le plus coûteux du marché actuel et la raison pour laquelle de nombreux transporteurs indépendants ont été ruinés. La pompe Bosch CP4 est l'erreur d'ingénierie la plus coûteuse de l'histoire des pick-up modernes pour une raison de tribologie basique. La conception de cette pompe utilise un rouleau qui glisse sur une came lobée. En Europe, le diesel a des additifs de lubricité naturelle. En Amérique, le processus de raffinage pour éliminer le soufre élimine aussi ses lubrifiants. Sans cette couche microscopique d'huile entre le rouleau et la came, il se produit un phénomène de soudure à froid par friction. Le rouleau se bloque une milliseconde, la came le frappe et des éclats d'acier cémenté sont arrachés. Ici se termine notre dissection des désastres mécaniques qui vous attendent en 2026. Comme vous l'avez vu, le prix élevé ou la marque célèbre ne garantissent pas que la camionnette va durer. Nous sommes dans une ère où la complexité a dépassé la fiabilité et où le propriétaire informé est le seul qui survit financièrement.